Nous sommes désormais avec vous, mesdames et messieurs, pour l'exercice. Merci de nous rejoindre. Merci surtout à vous qui avez pris le rendez-vous avec le consultant politique. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir Angèle, bonsoir tout le monde. Nous devions faire cet exercice hier, mais nous le sommes aujourd'hui, mais ça n'empêche pas de commencer donc par les plateaux comme nous en avons l'habitude. Ce dimanche, nous recevions sur l'entretien l'ambassadeur à la retraite Jean-Pierre Edon, des échanges qui offrent une perspective riche sur la CEDEAO, mais certains points pourraient être approfondis. Monsieur Edon, sur l'entretien ce dimanche, défend Agapit Napoléon Mafoikan l'importance des protocoles démocratiques et de bonne gouvernance de la CEDEAO comme essentiel pour la stabilité. Il a été très formel là-dessus. Voici ma question. D'autant plus que malgré l'existence de ces protocoles, il a été observé des coups d'État et des régressions démocratiques dans la région. Si monsieur Edon, pour lui, on ne saurait parler d'intégration économique sans stabilité politique, alors les protocoles actuels de la CEDEAO sont-ils suffisamment robustes pour prévenir ces phénomènes, ou serait-ce leur application qui rencontre des limites significatives? Ce qu'a dit M. Edon est un point de vue. Bien sûr. Je salue d'ailleurs l'ambassadeur, que je salue par ailleurs, que je remercie de se livrer aussi quand même de temps en temps à ces exercices. Oui. C'est un diplomate qui a parlé. Donc il fait partie de ceux-là. C'est un peu le profil des experts qui travaillent pour ces organisations. C'est ce profil-là. Un diplomate, vous les voyez souvent à la direction Afrique, vous les voyez dans ces champs de réunion d'experts, c'est eux qui malaxent les dossiers au départ, qu'ils soumettent au ministre des Affaires étrangères ou au ministre des Finances, ça dépend. Et c'est ça que les ministres, c'est sous leur instigation que les ministres valident et que les ministres font valider par les chefs d'État. En clair, quand vous regardez le profil de l'ambassadeur Jean-Pierre Edon, vous voyez déjà un peu les logiques qui sous-tendent certaines réformes ou certaines postures des organisations internationales. Et donc, la CEDEAO de 1975 a évolué. Et dans les début des années 90, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, la CEDEAO des pères fondateurs a un contenu qui n'avait rien à voir avec les protocoles. Oui. C'est vrai que tout document évolue et les protocoles additionnels existent pour permettre d'aller plus loin. Alors, oui, la logique de 75 n'est pas la logique de 99-2000. C'est vrai. Entre-temps, il y a eu les remises en cause. Je pense qu'il y a eu 90. 90 qui a donné beaucoup d'illusions. En fait, des espoirs qui ont été finalement déçus. L'espoir que la démocratie, version occidentale, donc un système mûri progressivement et qui s'est imposé comme étant partie prenante, étant une partie intégrante de la culture politique du pays. C'est ça la démocratie occidentale. Okay. C'est ça la démocratie. L'Allemagne fonctionne avec sa démocratie, qui n'est pas la démocratie italienne, qui n'est pas la démocratie française. Mais la démocratie française fonctionne à sa manière, connue par les Français, qui s'adaptent, ça se chamaille, mais ça s'adapte. Donc, les Britanniques sont dans leur logique, dans leur démocratie. Les pays nordiques, ils fonctionnent. En fait, ça, c'est un construit progressif lié à leur histoire et à l'évolution de leur système. Alors, en 90, on a cru que nous, Africains, parce qu'il y a eu les conférences nationales, donc il y a une situation conjoncturelle au Bénin qui a conduit à une conférence nationale et que certains pays ont poursuivi, parce qu'il y a eu, après le discours de la Baule, que nous étions déjà tous mûrs pour être démocratiques dans la dynamique de l'Occident. Et donc, la situation au Libéria, à l'époque, avec Charles Taylor, et les groupes rebelles qui se livraient des combats bizarres, a amené le Nigeria, sous le président Babangida, à intervenir. Et son intervention a été jugée bénéfique. D'accord. À l'époque, la CEDEAO sortait de son mandat. Ce n'était pas son mandat de rétablir l'ordre dans un pays. Mais
Ce mandat a permis quand même à ceux qui soutiennent la thèse d'une force multi- et sous-régionale de mettre en place cette force. Comme regardez, entre le plan d'action de Lagos et ce moment, il y avait quand même des éléments qui pouvaient soutenir un peu cette logique. On a mis en place les COMOG. Oui. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, en 1993 à Cotonou, il y a eu la charte révisée. Oui. Et cette charte révisée, ce qui a instauré le principe démocratique, comme la démocratie étant un modèle qui permet au pays donc de connaître la stabilité, parce qu'il y a une manière d'accéder au pouvoir et d'évoluer. La dévolution du pouvoir doit suivre une logique. Et donc, la charte révisée a maintenant conféré le mandat politique à la CEDEAO. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une condition sine qua non. Je pense que c'est une erreur de lecture. C'est une déviance dans la mission. La CEDEAO n'était pas encore suffisamment solide en 1993. On n'avait même pas encore, les pays ne cotisaient même pas, tous les pays ne cotisaient pas régulièrement à la CEDEAO. D'accord. En 1993, on était à la porte de la dévaluation du franc CFA. Le franc CFA n'était pas solide. Donc on n'avait pas les unions, l'union économique, l'union monétaire, l'union douanière, on n'était pas suffisamment fort encore. Donc la CEDEAO n'a pas encore réalisé ce postulat pour déjà parler d'un mandat politique plus complexe que le mandat économique. Et donc, moi je trouve que l'erreur, c'est Cotonou 93. Et ses conséquences qui sont Lomé 99, le protocole additionnel Lomé 99 et les autres, et Qui se sont Dakar 2001-2003. Alors, lorsqu'on a dit ça, Oui. dire que c'était obligatoirement ça, que sans mandat politique, on ne peut pas être. Moi, je dis, c'est pas vrai. Oui, mais lui, il est 50 ans après, il reste convaincu qu'on ne saurait parler d'intégration économique si les pays ne sont pas stables. Est-ce qu'il n'y a pas de la logique dans ce qu'il dit? Non, il n'y a pas de la logique. Comment? Comment fédérer les économies prenons, s'il n'y a pas une certaine convergence de la politique? Bon, je ne veux pas dire convergence de la politique, en tout cas, un certain calme dans les États membres. le calme n'est pas dit démocratie. Encore que. Au Burkina, on a connu de 87 à 2014 une stabilité politique avec Blaise Compaoré. La stabilité politique veut quoi? Veut dire que le système est stable. Donc il n'y a pas de grande mutation. Ça circule, ça fonctionne. On peut aller dans la durabilité. Ce n'est pas nécessairement démocratique. Ce n'est pas nécessairement la démocratie de l'alternance progressive. Quand on prenait le Bénin, quand on prenait le Burkina, de 87 à 2014, de 87 à 2014, le Bénin a quitté de 87 à 90. On était sous la révolution. Oui. 90, après la conférence nationale, on est passé par la transition. Oui. 91, on a commencé mandat Soglo 91-96. Kérékou 96-2001. Kérékou 2001-2006. Yahi 2006-2011. Yahi 2011-2016. Et Patrick Talon. Regardez donc, Kérékou, Soglo, Kérékou, Yahi, et ça veut dire quoi? Pendant ce temps, oui. Non, je laisse passer Talon parce que c'est sur Yahi que le régime burkinabé a fait. Okay. Alors donc du coup, regardez, 4-5 présidents, pendant que le Burkina en avait un seul. Et donc, ça fait que Blaise Ouaga était devenu un peu une plaque tournante de la médiation sous-régionale parce que le président Compaoré est resté sur place pendant du temps. Et donc, la stabilité est par là. Je ne ventile pas, je ne dis pas que c'est le meilleur système. Mais la stabilité n'est pas nécessairement la démocratie à l'occidental. Quand on prend le Togo, à Super Yadema, de 63 à 2005, à 2003, il est mort en 2005. Donc, en 2005, le 63 ou de 65 à 2005, il est resté quand même au pouvoir une quarantaine d'années. Alors, c'est ça la stabilité. Donc, la stabilité politique n'est pas la démocratie. Et la démocratie crée des mutations qui ne sont pas nécessairement, qui ne servent pas nécessairement la cause de la stabilité politique. La preuve, de 90 à aujourd'hui, regardez
les systèmes calmes des pays sous le régime du parti unique. Ces systèmes ont été perturbés par la démocratie. Les violences qui ont eu lieu au Togo, de 90 à aujourd'hui, les morts, les répressions et autres, il n'y en avait pas autant sous le régime de Papa Yadema, au moment où le Togo était un peu, le mettait comme une île tranquille dans la grande région africaine, ouest africaine. D'accord. C'était ça, cette logique-là à l'époque. Donc c'est pour vous dire simplement que la démocratie crée une certaine ambiance que nous n'avons pas encore totalement cernée, maîtrisée en Afrique, notamment en Afrique francophone. Et donc, ça crée plutôt une tension, qui va de la tension à la crise, et de la crise au violent. Donc, de telle sorte que les effets attendus pour une économie solide, durable, pour pouvoir agir sur l'intégration ne sont pas toujours là. Et donc, le protocole sur la gouvernance, la bonne gouvernance et la démocratie, c'est arrivé pour stabiliser, pour dire, bon, maintenant, on va essayer de réglementer. Oui, puisque derrière, il y a la limitation du mandat, l'alternance et autres, il y a ces espoirs-là qui sont dedans. Ça. Mais quand vous regardez les États de l'époque qui ont signé, dans combien de pays c'était réellement une alternance réelle, c'était une alternance réelle et régulière. Il y avait le Togo dans lequel on avait signé le protocole, n'était pas dans cette logique. Et pourtant, c'était à Lomé 99. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas facile. Alors donc, moi, stabilité, je suis d'accord. Mais démocratie, pas évident. Je ne pense pas que le mandat démocratique n'a pas servi la CEDEAO. Ça, pour moi, je suis très formel là-dessus. Le mandat démocratique n'a pas servi la CEDEAO. La CEDEAO aurait pu rester dans son schéma. On aurait pu créer une autre organisation qui s'occupe de ce côté-là. Ouais, quand on a sorti l'UEMOA de la CEDEAO en 1994, après la dévaluation de CFA, pourquoi il y a une stabilité au sein de l'UEMOA? Pourquoi ça a fonctionné au sein de l'UEMOA? Parce qu'on a réglé les problèmes que la CEDEAO n'arrivait pas à régler, les cotisations. Les États ne payaient pas les cotisations. Alors on a créé ce qu'on a appelé le prélèvement communautaire de solidarité PCS, qui était un prélèvement à l'époque de 0,5% sur les droits douaniers perçus aux portes, à l'époque. Maintenant, je pense qu'on est passé à 1,5 ou même 2%. La CEDEAO a dû copier. On était avec le secrétaire général aussi à la CEDEAO, quand à Lyon, on était à une commission. La commission, c'était plus opérationnel, avec des pouvoirs plus élargis. Donc, la CEDEAO a dû copier le modèle de l'UEMOA, et comme j'ai eu à le dire, était censé créer la zone monétaire de Afrique de l'Ouest, CEDMAO, pour que nous allions finalement à l'union monétaire. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des délais, 2001, 2003, 2005, ça n'a pas fonctionné. Bon, les chefs d'État ont fini par créer l'écho. C'est une très bonne idée. Après, il faut le rendre fonctionner. Donc, c'est vous dire simplement que la CEDEAO s'est donné trop de mandats. Trop de mandats. Et la bureaucratie d'Abuja à Abuja s'est installée. C'est une grosse mastodonte, comme je l'ai toujours dit. Et quel est le domaine où les gens excellent le plus dans l'observation des élections? Et ça, ce n'est pas le mandat de la CEDEAO. Je continue de le dire. Bon, l'intégration. Ça n'a pas un impact. C'est pas son mandat. Ça n'a pas vraiment un impact. On ne saurait vraiment le cibler. Les missions préélectorales, post-électorales. Ça, c'est juste des missions d'observation qui n'ont pas d'impact réel. Ça les occupe trop. Bon. Ça les occupe énormément. Et donc, tout le monde attend la validation de la CEDEAO. On dit non, la CEDEAO n'a pas cette vocation. Moi, je trouve que c'est une erreur qu'elle se confuse, et que ce mandat-là est garé. Hein, vous voyez, la navigation, quand tu as une boussole avec une vue claire sur ta navigation, c'est meilleur. Mais quand tu as 2-3 boussoles, parfois, tu dois les regarder pour naviguer, ça fait pareil. Une boussole, c'est derrière ça. Mais 3 boussoles, ça te perturbe. Parce que leur positionnement peut perturber la direction. Et donc, c'est pas loin de la navigation à vue. D'accord.
c'est ça. Alors, notre invité également a ciblé les questions de souveraineté qui ont empêché cette intégration réelle pour qu'on puisse en arriver encore à cet appel de Patrice Talon. Moi, ce que je me demande, est-ce que c'est pas normal que chaque État défende sa souveraineté? C'est pas parce qu'on est dans une communauté qu'on va pas défendre cette souveraineté. Donc, le mandat démocratique était de trop. Parce que justement, le mandat démocratique donnait le droit à l'ingérence. Nous donnait un droit d'ingérence de l'organisation dans le... Or, le principe, comme je l'ai toujours dit, c'est le principe de la souveraineté. Tiens. La non-ingérence dans les affaires intérieures. Le principe de la souveraineté, c'est ça, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Alors, comment on peut cibler alors la souveraineté comme handicap à l'intégration économique sous-régionale? Bien. Lorsque vous créez ce mandat démocratique, Oui. ce qui s'est passé au Niger, c'est quoi? Les Nigériens disent, mais on n'a pas de leçons à recevoir. Oui. Les Burkinabés disent la même chose. C'est-à-dire que, quand les Dadis Camara, on leur imposait un modèle, ils étaient les premiers pushistes après ce vent de renouveau démocratique. Donc, eux, ils se sont laissés faire. Mais les autres ont analysé le discours. Et comme il y a les spin doctors, tous ces gens-là, dans les laboratoires, occidentaux, là, dans les laboratoires, il y a ces gens de personnes qui se fabriquent, qui existent, et qui fabriquent des modèles. Et qui vont vous dire, d'accord, quand on vous dit ça, servez-leur ceci. Et donc, les nouveaux pushistes, au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée, on a dit non, vous ne nous imposez rien. Le Mali a commencé et les autres ont suivi. Vous ne nous imposerez rien. Nous sommes un pays souverain. Les gens ont tenté, ont tempêté, ont dit, on a menacé. On est où aujourd'hui? Les pays sont souverains. Alors, le pays peut accepter d'abandonner une partie de sa souveraineté au nom de l'organisation sous-régionale. C'est ça que nous faisons avec l'UEMOA. Nous faisons de la surveillance multilatérale. Donc, il y a, quand on dit la surveillance multilatérale, ça veut dire que le Bénin a accepté aller et fondre sa souveraineté économique et monétaire, économique, dans celle de l'UEMOA. Le Togo a accepté, le Niger a accepté, le Burkina a accepté. Et il y a à la commission de l'UEMOA, les experts sont là, ils sont ici à Cotonou, les cadres béninois, et ils surveillent un peu les mouvements financiers, la ligne budgétaire, comment nous faisons nos budgets. Donc, la loi d'orientation, dans le ministre des Finances était au Parlement, il y a pas, la loi d'orientation budgétaire, c'est une loi, c'est des directives, ou bien comment on appelle ça, de l'UEMOA. C'est la directive de l'UEMOA avec le nouveau cadre budgétaire. Et les 8 États sont tenus de rester dedans. Donc, c'est ça, l'abandon de souveraineté, abandon volontaire. On a abandonné, on a une cour de justice de l'UEMOA qui se réunit librement et qui prend des décisions. Donc, ça, au niveau de la CEDEAO, on a fait la même chose. Bon, on a une surveillance communautaire, c'est la BCEAO. Et la commission de la BCEAO, mais en impose à nos États, sur le plan bancaire, sur le plan monétaire. Parce qu'on a accepté ça. Vous comprenez? Donc, du coup, au niveau du cordon douanier, au niveau du nouveau cadre budgétaire, d'autres directives sont nées et ont permis aujourd'hui à nos États de fondre leur politique et d'avoir une politique commune. Donc, la surveillance multilatérale, la politique commune sont des aspects. Il reste le troisième levier qui m'échappe. Donc, au niveau de la CEDEAO, donc, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, on a ouvert les frontières. Avant les affaires de terrorisme, on voyageait avec la carte d'identité. Je ne sais pas si certains pays, mais je ne sais pas s'ils l'ont relevé, mais avec votre carte d'identité, vous prenez l'avion pour aller à Dakar, pour aller à Bamako, pour aller à Niamey. Ça, c'était vraiment avant. Hein. Non, quand vous dites ça, mais c'était réel. En réalité, c'est peut-être la sécurité qui a fait que certaines situations, mais par les frontières, aujourd'hui, vous passez, vous allez au Togo, c'est votre carte d'identité nationale. Quelqu'un dit que quelqu'un paye 500 francs. Non, c'est ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de pièces. Moi, je voyage avec ma carte et je fais mes formalités normalement
des deux côtés. Et je pas. Mais il y en a qui ne veulent pas faire de frontières. Aujourd'hui, on a les 4 CDAO aussi. Donc, voilà, ça évolue. Aujourd'hui, on a les 4 CDAO, oui, effectivement. Donc, non, ici, ce n'est pas 4 UEMOA. C'est votre carte d'identité nationale. Oui. Vous passez au Togo, vous passez la frontière burkinabé à Fada, après Poga, vous passez au niveau, à Gaïa. Bon, ça, avant les crises, il y a 2 ans. Mais sinon, ça fonctionnait normalement. Ça, c'est ce qu'on a pu gagner au niveau de l'UEMOA. La CEDEAO a tenté avec les passeports CEDEAO, nos passeports, ça permet que nous, au moins, on a dans ces pays-là, sans visa, ça n'existe pas en Afrique centrale. Donc, voilà un peu les communes. Ça, c'est les souverainetés qui ont été fondues. Mais il y a des limites. Vous comprenez que si c'est un peu sur les plans économiques, purement, les gens vont s'entendre. Mais le volet politique, c'est compliqué. Yeah. C'est ça. C'est comme vous dites, on vous dit, voisin, on a des problèmes de gestion des déchets, machin, on dit d'accord, on peut régler ça. Mais vous n'avez pas me dire comment je vais gérer mon foyer. Popote, c'est pas ton problème. Et l'éducation des enfants, c'est pas ton problème. Madame et moi, c'est pas ton problème. C'est ça. Vous pouvez être à la cour commune, gérer les problèmes communs de déchets, de voirie, de nettoyage, de propreté, de sécurité. Mais on ne touche pas à ce qui se passe à l'intérieur. Là, le chef, c'est moi. C'est un peu ça, ce qui se passe. Donc, entrer sur le volet politique, c'est entrer dans l'intimité d'un État. Et ça, autant les États ne vivent pas en vase clos, autant ils sont jaloux de leur souveraineté. Voilà. Et le principe de la souveraineté reste toujours là. Le droit d'ingérence, je pense que c'est un droit par effraction. Je trouve que c'est des abus. C'est des euphories, des trucs des euphories. On ne peut pas cumuler. On ne peut pas. La preuve, regardez même au niveau des CPI, des tribunaux, tout ça. Combien réellement condamnés sont allés au bout. On a vu, on est allé prendre Gbagbo. On en a fait quoi? Il est retourné. Donc, en fait, quand vous faites ce point, c'est-à-dire que même les États-Unis même ne sont même pas partis à ce truc-là. Donc, en clair, c'est peut-être plus le totem pour faire peur que la réalité. Autre chose. On est allé tuer Kadhafi. Est-ce qu'on a mis de l'ordre? Bon. C'est un acte terroriste. C'est un acte terroriste dans l'absolu. Parce que des gens se sont offerts des libertés pour aller entrer dans l'intérieur. Bon, c'est des règlements de compte. Parfois, on peut comprendre que les puissants ont envie de régler certains comptes politiques au niveau international. Là, on est dans les rapports de force, en fait, où les plus grands écrasent les plus petits. Ça, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais qu'on ne crée pas des concepts qui perturbent après. Et les nôtres, quand ils vont aller apprendre ces choses-là, ils les répètent mécaniquement. Ils ne comprennent pas de quoi on parle, mais ils répètent ça tellement mécaniquement, maladroitement, mécaniquement. Ils appliquent ça mal et on n'a aucun résultat. On tombe encore plus bas qu'on était avant qu'il aille. Mais puisque ça n'a pas changé, ces concepts existent toujours. Et qu'on s'extasie, aujourd'hui, sur ce couple Bénin-Nigeria, Agapit Napoléon Baforican, bon, qu'est-ce que ça va changer concrètement, cet appel ou cet accord signé entre les deux États pour une intégration économique réelle dans la sous-région? C'est pas la première fois qu'il y a un accord bilatéral. Justement, donc c'est pour ça que je le comprends donc, pas. La commission... Pourquoi ça suscite autant d'espoir? Non, il n'y a rien de nouveau. C'est que le président Talon est revenu après des moments de friction dans la sous-région, est revenu sur l'essentiel. C'est quoi? Quand il dit le comptons sur nous-mêmes, mais c'est justement face à ce qui se passe aux États-Unis, où certains désespèrent. Mais quand on ferme l'USAID, vous voyez ce que ça donne un peu. D'abord, bon, du point de vue économique, du point de vue social, il y a des gens qui travaillent. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, ça c'est un problème social, on peut se préoccuper. Mais les gens disent, et les grands projets, les projets financiers. Mais le pays doit pouvoir vivre sans l'USAID. Le pays n'est pas obligé de s'accoler. Et le contribuable... N'est-ce pas limité au fait les opportunités de croissance rapide, justement? Mais on n'a pas refusé. Les gens décident selon leur gré. On dit, mais ok, au lieu de vous lamenter, commençons déjà par nous prendre conscience que nous sommes responsables de notre destin. Comptons sur, regroupons-nous, on est ensemble, nous, on n'a pas le choix. Nous avons une communauté de destin. Nous sommes géographiquement obligés de vivre, d'être ensemble. Donc, on est obligé de regarder ce qui nous unit, ce qui nous réunit, ce qu'on peut mettre ensemble pour gérer notre communauté de voisinage.
C'est ça le canton, à mon avis. Ce n'est pas de se passer des autres. Ce n'est pas de ne pas prendre ce que les autres donnent. Mais aller quémander. Et ça, le président Talon, comme je l'ai dit, lui, il a expérimenté au niveau national ce qu'il est allé je pense que c'est une expertise, à la limite. Qu'il est allé vendre. Absolument. Une politique qu'il a déjà gérée ici au niveau interne. On n'aurait pu jamais atteindre ce niveau de développement, ce niveau d'infrastructure, ce niveau de réalisation, si on devait attendre que les partenaires techniques et financiers fassent des réunions, décident, mettent en branle leur mode de décaissement. C'est compliqué. Parfois, les gens vous donnent l'argent, mais pour décaisser, ça prend vraiment du temps. Et les procédures sont longues, lentes, puis bizarres. Et plein de trucs. Pendant ce temps, les véhicules sont achetés, les bureaux sont loués, et tout ça coûte cher. Donc, c'est un mode alternatif. On va aller chercher de l'argent sur le marché régional. C'est le marché. Hein. Donc, c'est ce que dit le président Talon. Le Bénin a des potentialités. Le Nigeria en a, le Togo en a, le Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne met pas ça ensemble pour faire cette communauté de destin? Oui, vous-même, vous avez dit que ce n'est pas une première, ces gens, d'accord? C'est qu'avec Trump... Rien ne prouve qu'on ira aussi loin aussi pourquoi après. Vous êtes pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Voilà, lui, il a rappelé un concept qui a commencé à être oublié quand les gens se lamentent. Trump, oh là là, on va devenir quoi? Trump va nous tuer, Trump nous asphyxie. Mais Trump agit pour les Américains. À la limite, on dit, mais restez africains, restez vous-même, pourquoi vous lamenter? Mais Trump est Trump, lui, il n'est pas. Trump est pour l'Américain, il n'est pas là pour l'Africain. Donc, mais nous faisons quoi? C'est un appel au réveil. Donc, la répétition pédagogique. C'est un appel au réveil, mais réveillez-vous, comptons sur nous-mêmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas prendre l'expertise américaine. Oui. Les Chinois ventilent leur cadre dans tous les pays dans le monde où il y a quelque chose à gagner. Les gens vont apprendre, ils ramènent, ces pays-là, comme la Chine, le Japon, n'étaient pas aussi développés il y a 50 ans. Oui. Mais pourquoi ils peuvent le faire par nous? C'est le travail. Donc, en fait, c'est un appel au réveil. Ce n'est pas un appel à l'enfermement. C'est un appel au réveil sur soi. Un peu le tigre nous proclame pas sa servitude. En fait, c'est cela le problème. L'autosuffisance, oui, pourquoi pas, mais... C'est pas l'autosuffisance, c'est pas l'autosuffisance, c'est le compter sur soi d'abord. C'est-à-dire que, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est dans la Adil. C'est un peu de pour être sauvé. Oui. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, ce n'est pas un enfermement, c'est une ouverture, mais une ouverture sur le voisinage. Justement. Une ouverture sur nous-mêmes. Et après, progressivement. Et je vous ai dit, moi, je vois l'ouverture dès nos communes. Moi, je vois de la base. Nos communes, déjà, il faut leur donner les moyens de se libérer. Et les communes doivent voir autour d'elles. Après l'intercommunalité. Après la subsidiarité. Et après, on revient au niveau national, au niveau régional et au niveau continental. C'est comme ça. Mais on n'a pas fini d'explorer ce que nous avons. Des Béninois, des Africains préfèrent aller déplacer leurs sous en vacances en Europe, aux États-Unis. Vous voyez, l'ambassade a alerté sur ceux qui vont aller accoucher aux États-Unis parce qu'ils veulent que les enfants soient américains. Mais ce n'est pas... Quand vous pensez à ça, ça montre le niveau limitatif, l'absence, le manque d'ambition pour soi. Non, mais ça, attendez. Si l'opportunité existe, pourquoi si l'occasion existe, pourquoi vous voulez reprocher aux gens de quitter leur pays? Si ça existe, les États-Unis peuvent fermer. Non. Pourquoi vous voulez que votre enfant ait la nationalité, ait une petite nationalité? Là, on va poser la question à ceux qui s'y adonnent. Voilà, donc. Les critiquer, moi, je trouve ça quelque chose. Tout mal. Il y a un dérèglement mental. Il y a un dérèglement mental. Et il faut réarmer mentalement ces personnes-là. Dérèglement mental, c'est un peu trop dur. On peut dire qu'ils ne sont pas trop nationalistes. Il y a un dérèglement mental. Il faut réarmer et régler ces personnes-là. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, il y a un fil qui est cassé. Pour que... Et vous voyez, ça fait tellement honte que on ne pense qu'on soit aussi limité dans la pensée. On va oublier les adjectifs et revenir à l'essentiel. Non, ce n'est pas les adjectifs. En réalité, ce discours, il faut l'analyser de ce côté. Il faut se réveiller en disant, mais si toi, tu
il faut que ton enfant soit américain. Déjà, tu lui planifies la nationalité. Mais tu lui donnes, tu dis de faire quoi? Mais il étudie pour développer le pays. Les Chinois envoient les leurs acquérir des connaissances, ils reviennent pour bâtir leur nation. Et les Africains font quoi? Ils étudient, l'État finance leurs études, ils finissent, ils vont à l'extérieur et ils alimentent la technologie Ça, c'est extérieure. un dossier. C'est un chapitre profond. C'est un sujet assez profond. Aller questionner le pourquoi ils s'en vont sans revenir. Si, c'est un élément essentiel. C'est pour ça qu'il dit ne nous écartons pas de l'essentiel. Ceux qui ont fait les autres, ceux qui ont créé les premiers forages, vous pensez qu'ils gagnaient quoi? C'est qu'on fait le vieux pont de Cotonou là, sur lequel nous roulions avant qu'il y ait le deuxième pont de Tomba. Regardez le nombre d'années que ça fait déjà. D'accord, mais et ceux qui ont fait ça là, s'ils doivent raisonner, un peu les limiter, est-ce qu'ils vont investir aussi pour longtemps? Il ne faut pas mettre des pierres et des banquettes et vous dire, bon, ok, les autres vont faire. Il faut croire. Vous n'allez pas reprocher aux gens de choisir leur destinée ou destin ou tout ce que vous voulez là. La fierté d'appartenir à un État, à une nation, il faut commencer par la développer. C'est pas une affaire. Là, je suis d'accord avec vous. C'est pas une affaire. Donc, je suis d'accord avec vous. Faut pas être d'accord, ne pas être d'accord. Chacun fait son choix, en fait. Non, oui, d'accord. Chacun fait son choix. D'accord. Expliquer un concept. Donc, moi, je vais vous expliquer un concept. Bien, d'accord. Le choix est mauvais. Pensez aller accoucher aux États-Unis pour que l'enfant soit américain est mauvais parce que ça montre les limites de l'ambition. Et on peut dire, ça montre également que nos politiques publiques ne font pas rêver. On peut le dire. Mais il faudrait que les politiques publiques fassent rêver. Mais il faudrait faire le concept. Quand on dit le comptons sur nous-mêmes, d'accord. Mais commençons pas à mettre ensemble ce que nous avons. Commençons pas à faire l'inventaire de ce que nous pouvons faire. Commencez. Alors, donc, si on n'avait pas mis au placard en 89 les acquis de la Révolution, on aurait compris, comme je l'ai dit, qu'il y en avait eu. Et donc, il ne faut pas que nous puissions, que nous enterrions le passé. Il faut interroger le passé. Et il faut voir, il faut faire l'inventaire de ce que nous avons aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter? Et là, on va créer des conditions pour que les générations futures s'installent durablement dans la suite logique de ce qui est fait. Si ce qui est fait aujourd'hui par talon n'est pas poursuivi, si on ne pense pas à l'entretien, mais dans 10 ans, ça va se gâter. C'est là le problème. Si tout le monde va fuir le pays, si les têtes pensantes vont partir, parce qu'ils cherchent du mieux, mais et l'État qui a financé leur étude, et l'enseignement primaire gratuit, et les jeunes filles encouragées par l'État, c'est pour servir quoi? C'est pour aller faire, rendre les autres heureux, aller développer. Donc, je pense que c'est tout un problème qui concerne et les États à mettre en place les opportunités politiques, oui. Mais et aussi les familles, l'individu africain doit prendre conscience qu'il est africain et que ce n'est pas les Blancs qui viendront développer. Et donc, on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. On ne peut pas compter sur l'autre en disant que c'est l'autre qui viendra nous dire ce qu'on doit faire. Moi, le discours qu'on dit, le discours souverainiste, moi j'ai grandi dedans. Mais il ne s'agit pas de la rhétorique stérile, puérile ou sénile. Il s'agit d'un discours vivant, un discours réaliste, où on regarde, on façonne, on crée et on projette en fait ce qu'on peut faire. Et on projette pour l'avenir. Et la vision BD 2060, un monde de splendeur, moi j'adore ça. Parce que je me dis, normalement, si on fonctionne par plan des canals non, ou des sénales, on va, dans 20 ans, évaluer où est-ce qu'on en est. Et dans 20 ans, on sera à 15 ans de l'atteinte de cette vision. On va voir où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut arranger? Et déjà, se projeter sur les 40 années qui suivent, c'est-à-dire en 2100. C'est ça. Et c'est là qu'il faut bâtir l'homme de demain. Yeah. Donc, vous comprenez que donc, le comptant sur nous-mêmes, moi, je le mets dans tout ça également. Et ça permet de projeter, comme je l'ai dit. Maintenant, on peut aller prendre l'expertise de l'autre en revenant pour voir comment l'utiliser et le rendre réaliste. Même les concepts politiques. Moi, quand je dis ça, même les logiques politiques. Quand vous dites démocratie, pluraliste, un homme, une voix, vous regardez à qui vous parlez.
Le vote, le suffrage universel direct, questionnons-le. Et demandons qui vote réellement. Et ceux qui votent comprennent quoi à quoi. Et faisons les grands débats, on ne le fait pas. Donc, ce que je dis, dans le mimétisme occidental, il y a aussi les systèmes politiques. Il y a l'éducation. Il y a la consommation. Mimétisme occidental. Nous tous, on s'emballe. Mais quand tu t'habilles différemment, on va dire que tu es débraillé parfois. Et pourtant, tu portes ton bombard normalement. Bon, on va dire maintenant, au moins, on achète quand même le chapeau là-dessus. Sinon, sinon, le bombard, c'est débraillé. Et pourtant, donc, il faut faire les 3 pièces. Dans un pays où il fait chaud. Voilà. Donc, il y a trop de choses. Des trucs ouais, de 90 à aujourd'hui, 35 ans. 90 à aujourd'hui, 35. Il y a des débats qu'on aurait pu faire pour compléter la conférence qu'on n'a pas fait. Les qui demandent assise, ils demandent assise pour parler politique encore. Ils ne parlent pas de, parlons développement. Assise pour développement, assise pour notre évolution, assise pour notre jeunesse, assise pour notre système carcéral. Quand on parle politique, on parle développement. Non, c'est faux. Non, c'est faux. La politique politicienne, on parle politique politicienne, c'est pas développement. C'est du bavardage. La politique politicienne, c'est du... vous parlez des élections, la politique politicienne. Et l'élection permet aux citoyens donc de choisir ses dirigeants. Ce sont les dirigeants qui installent qui développent les politiques publiques, donc développement. C'est qu'on va parler politique. On va parler d'élections tout le temps. Vous savez, depuis 90, il n'y a pas l'année électorale, on n'a pas un code électoral. À chaque année électorale, code électoral. Code électoral. On fait les mêmes chamaïmas. Année électorale, code électoral. Même chamaïma. C'est bon, depuis 10 ans que ça a pu évoluer un peu. Mais là encore. Allez, on va conclure sur ce comptons sur nous-mêmes, Agapit Napoléon Bafouékan. Cet appel, oui, justement, cet appel, c'est pour que chaque nation puisse commencer donc à compter sur ses forces, histoire de mieux atteindre cette intégration sous-régionale, cette intégration économique sous-régionale. Allez, on va venir à l'affaire politique de la semaine. Il s'agit de cette affaire du nom de l'ex-ministre de l'eau et des mines. Le dernier développement rapide Napoléon Bafouékan, ce sont les excuses de M. Akona après son assignation en justice par M. Adambi. Alors, ça me sert Adambi pour donner suite à ce dossier ou pas? Alors, je ne sais pas, quand vous les alignez comme ça, c'est comme si, bon, il s'est excusé parce qu'il a été assigné par Sam Seydou Adambi. À moi, non. Pour moi, la chronologie, il a dit un certain nombre de choses à Parakou. Ça a heurté un certain nombre de sensibilités, dont celle de M. Sam Seydou Adambi. Mais le gouvernement aussi s'est senti visé. Visé parce qu'un ministre fait des dénonciations que le chef d'État ignore, que le gouvernement ignore, qui ne sont pas remontés. Donc, ça fait pagaille. Le gouvernement a pris sa disposition. Le parti a assez de solidarité. Samou Tambou Adambi a assigné le ministre, entre-temps déchargé, et celui-ci s'est confondu en excuses. Voilà la chronologie des choses. Les excuses ont été plus larges que l'assignation. Les excuses sont au gouvernement. Le gouvernement ne l'a pas assigné au chef de l'État. Le chef de l'État ne l'a pas assigné. Et au parti. Le parti ne l'a pas assigné. Il est allé large. Il a fait amende honorable, comme on le dit. Il a fait une grosse bourde, une grosse cave, une faute politique, faute de communication. Et il a tenté de se rattraper. Donc, acte. Mais ça n'oblige pas Samou Seydou Adambi à retirer sa plainte. Et même si lui retirait, le procureur peut garder pour l'intérêt public. Peut garder. Donc, la comparution du 16 juillet est nécessaire. N'est pas annulée. Maintenant, M. Adambi peut décider d'annuler. Ça, c'est un autre. C'est un autre aspect. Ça va lier. Il a fait son mea culpa. C'est-à-dire que devant le juge, on voit déjà la posture qu'il aura. En clair, oui, c'est pratiquement sa ligne de défense. Il reconnaît qu'il n'a pas d'éléments tangibles à son accusation. Et qu'il a fait des dénonciations, donc calomnieuses. Oui. Calomnieuses. Et donc, il n'a pas mieux à dire. Il a dit qu'il s'est embrouillé sur un fait qui serait pendant devant la criette. Donc, acte. Après, ça dépend de la suite à donner. Mais, je continue de dire, il a
faire amende honorable, à mon humble avis, et normalement on devrait s'en tenir là. Il a fait amende honorable. L'honorabilité de M. Adambi a été peut-être rétablie dans ce dossier. Le siphonnage dont il parle, il n'a pas les éléments. Il s'est embrouillé là-dessus. Donc, pour moi, tout a été dit. En principe, on devait clore le dossier. Mais M. Adambi n'est pas tenu de retirer sa plainte. À mon humble avis, c'est à lui d'apprécier. Il lui a présenté ses excuses. C'est à lui d'accepter les excuses, ou de ne pas les accepter. Voilà, ou d'aller loin. Mais moi, je m'interroge, certainement comme nombre de citoyens, en portant plainte à Agapit Napoléon Mafricain, est-ce que M. Adambi n'ouvre pas la boîte à Pandore ou la boîte de Pandore? Je m'explique. Il est resté au poste pendant 7 ans et 2 mois, si ma mémoire elle est bonne. Nous sommes tous des humains. Alors, cette citation directe voudrait laisser entendre qu'il est irréprochable, presque un blanc-seing. Est-ce que si le gouvernement veut vraiment crédibiliser sa tolérance zéro contre la gabegie et la corruption, malgré les excuses de M. Akpona qui dit n'avoir pas de preuves, si le gouvernement donc veut crédibiliser sa lutte contre la corruption, ne devrait-on pas aller chercher je vais dire, cette gestion, en tout cas, contrôler cette gestion de cette année de M. Adambi? Là, vous raisonnez comme monsieur tout le monde a réseaux sociaux. Je pose une question. Ok. Ça veut dire simplement que tout ministre, ou tout membre du gouvernement, ou toute personne qui a fait 7 ans, 5 ans, quand ils vont descendre, il faut aller voir dans leur gestion parce qu'on ne peut pas faire 5 ans, 7 ans sans laisser sans qu'il y ait des traces. Nous sommes des humains. Du coup, nous sommes des humains. Du coup, on ne doute pas, mais on dit c'est le moment de voir clair dedans. Non, pourquoi pas? Ça fait confusion. Ça fait confusion. Normalement, il y a des instruments internes de gestion, de contrôle. Il y a des instruments internes auxquels le ministre doit être soumis régulièrement. Les contrôles internes, mais il y a aussi les vérifications. Normalement, il y a la Cour des comptes, il y a la réduction des comptes. Normalement, on a des contrôleurs publics des comptes. Donc, en principe, la gestion publique est soumise au contrôle, certainement a posteriori. Les contrôles, le délégué du contrôle financier, un contrôle a priori, mais surtout le contrôle a posteriori, après la gestion, normalement les vérifications. Le problème qui se pose dans les gestions, c'est que si on veut, c'est vrai, qu'on sont des humains, et même si vous faites 2 jours, 3 jours, 1 semaine, si on veut vous mettre quelque chose sur le dos, on peut le faire. Le pauvre Ildefonse William Lemon, perd son âme, ancien ministre des Finances de la transition, 90-91, a été nommé DG du port autonome de Cotonou. Il y a eu une audit après. On a ramassé et les choses qui étaient imputables à son prédécesseur et les choses que lui-même a eu à faire, a dit, alors il a fait à peine 6 mois. Alors on l'a viré. Et je pense que ça l'a rendu malade. La gestion est compliquée. Et quand on a envie de vous avoir, on peut vous avoir. Ça, c'est vrai. Donc, laissons ce côté. Parce que des gens ont quitté le gouvernement. Que l'homme, à Bonancy, au Meki, on n'a pas entendu quoi que ce soit. Même Adambi lui-même, quand il est parti, on était clair que ce n'est pas faute politique. Oui. Non, mauvaise gestion. Alors pourquoi vous voulez qu'on questionne? C'est lui qui porte plainte maintenant. Oui, mais il porte plainte. Il dit qu'il n'a rien fait. Bon, en tout cas, contre une diffamation, c'est le mois de voir s'il a effectivement... Mais qui vous dit que ces ministres-là disparaissent, quittent la scène sans qu'il n'y a pas de contrôle? Qui vous dit qu'il n'y a pas de contrôle? L'État a les instruments de contrôle. Il y en a. Maintenant, si vous avez des faits particuliers, vous les faites remonter à qui de droit? Mais il y a des instruments, il y a des contrôles. Mais le budget de l'État, ce n'est pas l'argent du privé. Il y a des règles de gestion. Donc, un ministre est soumis au contrôle. Oui, tel que, en tout cas, la tournure que l'affaire a prise, le citoyen lambda se demande si on n'enquêtait pas. Est-ce que ça ne va pas laisser le temps? Le citoyen lambda a d'autres fouetté que de s'occuper des dénonciations calomnieuses. Mais pourquoi vous voulez que d'autres aillent contrôler encore quoi? Si lui a les éléments, c'est l'occasion de les transmettre. Il dit qu'il n'en a pas. Alors, maintenant, on va dire non, il a pris peur.
Non, il ne veut pas. Ou bien quoi? Bon, finalement, si on rentre dans ça, on va s'en sortir quand? Mais M. Adambi a le droit de se couvrir. Il serait resté sans agir, qu'on lui a dit, mais lui-même, pourquoi? Ça veut dire qu'il se voit des choses. Mais donc, son action, à mon avis, est normale. Maintenant, pourquoi vous voulez que moi je doute? Ou qu'on doute, vous dites, et pourquoi le gouvernement n'ira pas chercher clair? Et qui vous dit que le gouvernement n'a pas... N'est-ce pas dans la même logique l'enquête parlementaire qui irait également chercher? Mais ça, c'est pour de la part du Parlement. Non, j'ai l'impression que vous banalisez un peu... Je ne peux pas accuser quelqu'un que je n'ai pas... On n'accuse personne. Donc, du coup, bon, Nous, on pose beaucoup de questions. Non, je ne veux pas me fondre en conjecture sur des affaires qui sont déjà gérées par des structures qui sont connues. Moi, l'État, on a des contrôleurs financiers, des inspecteurs de finances. Il y a la certification de certains comptes. Je ne sais pas, c'est comment la manière dont... Je ne me suis pas préparé pour répondre à la manière dont les comptes de l'État sont certifiés. Mais la Cour des comptes est là. Il y a la loi de règlement, donc le point sur l'exécution d'un budget. Donc, tout ça, c'est dans les instruments de contrôle, de vérification. Et maintenant, le ministère des Finances peut faire ce contrôle aussi. Je ne pense pas qu'un ministre a la main libre pour tout gérer comme il veut. Moi, je suis passé par la HAC. On a été contrôlé. On a été contrôlé. Donc, pour moi, le point ne se pose pas. Hein. Le ministre est arrivé à Kona. Il est tombé peut-être sur des éléments. Il n'a peut-être pas eu le temps de les dater. Lui, dans un élan, et après, on le prend, et puis il regarde, ah, ce dossier était pendant. Moi, c'est ce que je me dis. Il y a eu une faute de communication, un excès de zèle, d'accord. Maintenant, ça ne m'implique pas, ça n'oblige pas à ouvrir un doute sur la gestion de la Dambie. Ça, si l'État a envie de contrôler la gestion de la Dambie, l'État a ses instruments. Si les parlementaires ont envie d'aller faire une mission de contrôle, ils sont libres. Je pense qu'on a tous ces instruments-là qui existent. Donc, le citoyen lambda n'a qu'à aller se reposer et surtout aller faire le travail pour lequel lui-même il fait pour le développement du pays. Il faut que les gens s'occupent. Et ils occupent valablement leur temps. Ils ne sont pas si désœuvrés. Hein. Les Béninois, ils ne sont pas si désœuvrés. Je pense qu'on s'occupe des troubles des autres. Et des affaires des autres, des choses qui ne nous concernent pas. Il y a des gens, s'ils s'occupaient pire à faire le travail, ils auront très peu de temps pour penser aux autres. C'est ça, je pense que c'est pas le travail. Bien, le peuple au Parlement est représenté. On a les institutions de la République. Tout ça, c'est au nom du peuple. Donc c'est à notre nom déjà que ça se fait. Pourquoi on veut faire le travail encore à leur place? C'est une interrogation que je prends. Sans approfondir. Et puisque nous avons fini, Agapit Napoléon Africain, nous allons devoir rendre l'antenne, même s'il y a un troisième sujet qu'on n'aura pas le temps de débat. Il s'agit de ces questions de salaire politique. Il y a quelques députés de l'opposition qui voudraient en savoir plus. Je n'ai pas le temps de vous poser malheureusement la question. J'ai écouté M. Akintola Awali. Mohamed, oui, c'est ça. Je l'ai écouté, je partage entièrement sa position sur le sujet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question de transparence. Ça, là, vous n'allez pas au moins remettre ça en cause non plus, Agapit Napoléon. Est-ce que vous pouvez donner votre salaire en public? Est-ce que vous pouvez dire votre salaire en public? En Afrique, on n'a pas cette culture, malheureusement. Afrique, très bien, en Afrique, le salaire, l'enfant, le nombre d'épouses, le machin. Nous sommes. Mais il ne s'agit pas bien. de ça. D'accord. Mais l'homme public est déjà tellement exposé que rentrer dans ça, dans un pays où on sait ce qui se passe. Non, moi je pense qu'il faut respecter les fonctions officielles. Ça expose l'homme public. Les gens voient le côté avantage, ils ne voient pas le côté suggestion, ils ne voient pas le côté servitude, ils ne voient pas. Je pense que c'est... Je comprends. Expliquez. Je comprends qu'il faut peut-être trouver les mécanismes de poser la problématique des salaires politiques pour que ce ne soit peut-être pas toujours un tabou. Mais je pense qu'il faut peut-être il faut peut-être mener les réflexions, ouvrir les réflexions. Mais moi, je ne suis pas du tout, disons, partisan d'exposition de grands chiffres, des chiffres.
Parce que les gens vont commencer à faire des comparaisons fantaisistes. Ils ne savent pas. Quand vous quittez chez vous tranquillement, vous allez vous occuper de votre famille, vous faites votre boulot, 8 heures de service, 6 heures de service, vous allez, et l'autre qui vient à 7 heures, qui rentre à 22 heures, qui donne le téléphone, qui n'a pas de vie pratiquement, qui n'a qu'un mois dans l'année, et même pendant ce mois-là. Regardez, vendredi dernier, quand les réseaux sociaux ont annoncé des motos en dessous d'un camion, ça fait 2 minutes. Alors, ils ont une vie de famille. Tout ça a un coût aussi, moral, que l'argent ne peut même pas gérer. Enfin, je ne peux pas dénoncer, je ne peux pas dénoncer les députés, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, mais moi, j'ai une lecture de la chose, c'est ça que je partage avec vous. Ils sont dans leur rôle. Je n'ai pas envie de lire dans leur tête. Voilà. Nous n'avons pas le temps d'approfondir cela, sinon j'ai 1 million de questions là-dessus. Mesdames et messieurs, acceptez que nous rendions... On reviendra si vous voulez. Acceptez que nous rendions l'honneur. Je vous fais promesse que jeudi on pourrait revenir. D'accord. Je n'esquive pas, Mais on doit réfléchir ensemble. Et je rappelle que le porte-parole du gouvernement, en répondant à la question, a dit que le débat se fera au Parlement. Voilà. C'était sa réponse à cette préoccupation. Okay. On s'en tient à cela pour le moment. Le temps pour moi de vous rappeler. On peut reprendre le débat jeudi. Bien. Rendez-vous pris alors. À jeudi pour vous, mesdames et messieurs, nous rendons l'antenne en vous remerciant de nous avoir suivis et en vous rappelant également que ce décryptage est à nouveau disponible sur l'ensemble de nos plateformes numériques. Très belle soirée en compagnie du reste de nos programmes.